Bonjour à tous, bienvenue au dernier cours des matières avant l'examen. Donc, il nous reste à regarder les mesures de position. C'est pas le cours le plus difficile, c'est pas le cours le plus long. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est quoi les mesures de position? C'est une espèce de médiane un peu plus élaborée. Donc, les médianes, c'était quoi? C'était la donnée qui sépare notre groupe en deux parties égales. Donc, mettons que c'est une ligne droite, là. Donc, ici, j'ai la médiane qui séparait mon groupe en deux parties égales. Les modules de position, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, au lieu d'être en parties égales, on pourrait séparer en 3 parties égales, ou en 10 parties égales, ou en 100 parties égales, ou en 5 parties égales. Donc, les modules de position, c'est quoi? C'est de juste d'aller chercher plus que la moitié. Donc, la médiane séparée en deux, les modules de position vont séparer en combien on veut. On va commencer par les quartiles. Donc, les quartiles, ici, je peux reprendre mon marqueur. Les quartiles, c'est quoi? Les quartiles, c'est on va séparer nos données en 4 parties égales. Donc, je vais le dessiner plus bas avec mon crayon noir. Donc, si vous voulez avoir vos données, la flèche représente l'ensemble de mes données. Et je viens insérer 3 quartiles que j'appelle Q1, Q2, Q3, qui viennent séparer mon groupe en 4 parties égales. Et les données Q1, Q2, Q3, ce sont des valeurs qui sont dans ma série de données. Donc, ces valeurs-là, Q1, Q2, Q3, il y aurait des valeurs, il y aurait un chiffre, dépendamment des circonstances. Et si vos données sont inférieures à Q1, mais vous êtes, les données sont dans les moins bonnes, sont Q1 et Q2, sont dans le groupe qui est ici, puis ainsi de suite, pour vous monter comme ça. Donc, grosso modo, Q1, c'est une barre qui est à 25% des données. Q2, c'est une barre qui est à 50% des données. Puis Q3, c'est une barre qui est à 75% des données. Donc, ça, c'est les quartiles. On peut aller un petit peu plus loin. Au lieu de séparer en 4 parties égales, on peut séparer en 10 parties égales. Dans ce cas-là, on va appeler ça les déciles. Et les déciles, au lieu de séparer en 4, on sépare en 10. Donc, on part à D1, puis on avance comme ça, on sépare, puis on se rend jusqu'à D9. Donc, comme on peut remarquer, là, si je veux séparer en 4 parties, j'ai juste besoin de 3 séparateurs. Donc, si je veux séparer en 10 parties, j'ai juste besoin de 9 séparateurs. Et encore une fois, c'est une façon de savoir où est-ce qu'il se trouve mon donnée. Si j'ai une donnée qui arrive entre D3 puis D4, ben je sais dans quelle partie, donc quelle est la force de la position un peu plus précise de mon objet. Donc les modèles de position, ça sert juste à représenter un peu plus où est-ce qu'ils se trouvent nos données quand on veut les comparer les unes aux autres. On peut aussi séparer en 100. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler les centiles. Même principe, on sépare en 100 parties égales, donc j'ai besoin de 99 séparateurs, puis on les place selon mes données, et c'est ça qu'on appelle les centiles. Évidemment, quand est-ce qu'on utilise un ou qu'on utilise l'autre, mais plus on a de données, plus on tend vers les centiles. Fait que si on a un groupe de 30 personnes, clairement, je ne le sépare pas en 100 parce que c'est ridicule. Mais si j'ai 10 000 données, les séparer en 100, là, ça peut devenir utile pour les séparer. Évidemment, là, on peut dire, la médiane, Q2, D5, C50, c'est toute la même idée, au sens que, la médiane, c'est ce qui séparait en deux. Q2 aussi, ben, ça va séparer en deux, ça revient avec la médiane. Donc, il y a plusieurs intersections par rapport à les définitions qu'on prend ou les méthodes de position qu'on utilise. Mais grosso modo, c'est toute la même idée qui s'applique. Donc, à partir du tableau précédent, trouvez les quantiles suivants et en donner l'interprétation. C18, donc trouver C18. Donc C18, c'est je dois avoir 18% des gens qui sont inférieurs à ça, parce que C, c'est les centiles. Donc où est-ce qu'il se trouve C18 dans mon exemple qui est ici? Donc mon exemple, c'est la répartition des 50 ménages selon le nombre de voitures possédées, exemple qu'on a largement utilisé dans le cours. Donc où est-ce que je me rends à 18? Je regarde dans ma colonne les pourcentages cumulés. Puis dès que je dépasse 18, donc ici je suis à 30, donc mon 30 il est ici. Donc je sais automatiquement que j'ai dépassé mon 18 à partir d'ici, donc mon centile, il est à 1. Donc, j'ai une voiture. Et mon interprétation, c'est j'ai au moins 18% des ménages. Il manque entre les deux, là, mais en tout cas, ménages. J'ai au moins 18% des ménages qui
ont une voiture. N'oubliez pas, hein, c'est toujours, j'ai le au moins, pas exactement, pas G18, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ça, parce que toutes les 19, 20, 21, 22, il y aurait toutes le même centile. Puis le 18, il vient d'où? Il vient du C18 qui est ici, là. Voilà. Maintenant, Q3. Q3, ici, il faut faire attention à quelque chose, parce que Q3, on sait que il faut que j'aille 75% des données. Donc, Q3, c'est quand je sépare en 3 parties, donc c'est à 75%. Donc, il faut que je monte jusqu'à temps que j'arrive à 75% de mes pourcentages cumulés. Donc, 8, 30, 76. Donc, j'arrive ici à 76, ça veut dire que Q3 se trouve ici. Donc, Q3, ça serait 2 voitures. On pourra avoir la même notation. J'ai écrit 2 autos, moi. On va utiliser le mot voiture, vu que c'est ça le contexte. 2 voitures. Et l'interprétation, c'est j'ai au moins 75% des ménages qui ont 2 voitures. Donc 75, pourquoi? Parce qu'on est dans le Q3. Q3, on sépare en 4 parties. Donc le troisième quartile, on est à 75%. Maintenant, D3, on a une petite subtilité supplémentaire à D3, au sens que D3, on se rappelle, c'est 30%. Si on regarde dans mon tableau, j'arrive exactement ici à 30%. Si vous vous rappelez de l'exemple, ce que j'avais donné un petit peu plus haut quand on parlait de la médiane, là, ça veut dire que j'ai mis 0, 0, 0, blablabla, 1, 1, 1, 1, 1, blablabla. Et exactement ici, j'arrive à exactement 30%. Et là, parce que j'ai une quantité paire de données, ça veut dire que j'ai 30% ici, puis j'ai le reste des données de l'autre côté. Ça veut dire que dans ce cas-là, mon décile, il arrive exactement entre les deux. Quand on arrive entre les deux, n'oubliez pas, il faut faire la moyenne entre les deux parce que ma donnée n'en fait pas partie. Donc, 1 plus 2 divisé par 2, on arrive donc à 1,5 voitures. Donc, c'est possible d'arriver avec des décimales comme ça. Quand nos données sont piles, donc mon D3 était à 30%, donc quand j'arrive exactement à 30 dans mon pourcentage cumulé, puis que j'ai un nombre pair de données, il fallait faire la moyenne entre les deux. Donc, dans ce cas-là, j'ai 1,5 voitures. Donc, dans ce cas-ci, c'est j'ai, pour interpréter, c'est j'ai au moins 30% des ménages qui ont 1,5 voitures. C'est un peu bizarre 1,5 voitures, mais c'est ça que ça veut dire. Voilà. Les ressentis, vous avez déjà croisé ça dans votre vie, vous avez fait vos examens du ministère au secondaire, et le ministère utilise ça pour vous classer les uns par rapport aux autres, parce que vous êtes beaucoup en même temps à faire les examens du ministère. Donc, si je vous dis un étudiant reçoit son relevé de notes du ministère, à côté de son résultat en mathématiques, elle est inscrit 88e centiles, est-ce un bon résultat à justifier? Oui, c'est un bon résultat. Ça veut dire qu'elle est meilleure que 88% du reste du Québec. Ce qui est quand même une bonne note, je pense. Peut-être que vous êtes déçus, vous autres, si vous avez eu cette note-là. Mais moi, si j'avais une note comme ça, je serais tout à fait content. Le problème des rangs centiles, souvent, c'est que quand vous avez peu de données, ça se peut que vous ayez des rangs centiles égaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C18, là, ici, on avait une voiture, mais si j'avais pris C19, C19 aussi, c'est une voiture, C20 aussi, c'est une voiture, C21 aussi, c'est une voiture. Donc, c'est possible d'avoir le rang centile qui a plusieurs fois la même valeur. Dans ce cas-là, c'est un peu gossant, mais c'est possible. Pour vous donner un exemple, là, moi, de l'examen du ministère en mathématiques en secondaire 4, j'avais fini mon année avec 100%, mais j'avais été 80, je suis sûr, là, que je pense que c'était le 97e rang centile. Ça veut dire que tous les gens au-dessus de moi, ils avaient tout eu 100, mais moi, j'avais été classé, au lieu d'être dans le top du classement, j'avais été un peu plus bas parce qu'on était une bundle de gens à avoir eu 100. Fait, des fois, ça arrive, là, c'est pas toujours super précis, mais on pourrait faire des raffinements plus précis des rangs centiles, des rangs 1000 ou des rangs 10 000, dépendamment si on a vraiment beaucoup de données. On pourrait à la limite utiliser ça. Maintenant, la code Z. La code Z, c'est une des données les plus utilisées pour comparer les gens en eux dans une distribution. Entre autres, à l'université, on utilise ça. On utilise ça aussi beaucoup, tous les tests psychologiques, tous les tests qu'on rencontre chez le médecin. On est tous normés par rapport au code Z. Je vais vous expliquer c'est quoi, mais après je ferai des exemples. Donc, c'est quoi la code Z? La code Z, ça mesure le nombre d'écart types au-dessus ou en dessous de la moyenne pour une donnée.
Donc là, si vous n'avez rien compris, je vais traduire. On va aller à l'exemple tout de suite, d'accord? Voici une distribution. Il y a la moyenne qui est ici, il y a l'écart type qui a cette valeur-là. Donc, par exemple, là, je pourrais donner une mesure. Là, je pourrais dire la moyenne ici, c'est 70, puis j'ai un écart type de 10. Alright? Si je veux aller évaluer les codes Z de la donnée A, B et C, donc qu'est-ce que je peux dire de C? C, elle se trouve à la... Si vous prenez votre moyenne et vous enlevez un écart type, bien, vous êtes à la distance de un écart type de votre moyenne, mais vu que vous êtes en dessous, on va dire que C, elle a une code Z de moins 1. A, dans son cas, elle est à 2 fois l'écart type. Donc, A, elle aurait une code Z. Donc, la code Z de A, elle serait de 2. Puis parce qu'elle est en dessous, on dirait qu'elle serait de moins 2. De l'autre côté, B, c'est quoi la code Z de B? Si l'écart type mesure 2 petits carreaux, là, je suis à 3 petits carreaux, donc c'est-à-dire un écart type plus la moitié. Ça veut dire que BL, elle aurait une code Z positive parce qu'on est plus haut, puis 1.5 parce que c'est une fois la code Z et demi, donc une fois l'écart type et demi. Donc là, j'aurais une code Z de 1.5. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est à quelle distance vous vous trouvez de la moyenne par rapport à l'écart type. Donc si c'est ça votre écart type, à chaque fois que vous êtes à cette distance-là de la moyenne, ben vous rachetez un écart type. Comment on peut le calculer avec une formule? C'est pas très compliqué. Vous faites votre donnée moins votre moyenne divisé par l'écart type. Si vous êtes une population ou un échantillon, c'est la même idée, c'est juste la notation qui change. Et ça vous calcule la distance à laquelle vous vous trouvez de votre moyenne. Donc, si vous avez une cote Z nulle, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait... donc, ça veut dire que vous êtes à une distance 0 de la moyenne, donc ça veut dire que vous avez exactement la moyenne. Comme je vous ai dit, si vous avez une cote Z supérieure à 0, vous êtes meilleur que la moyenne. Puis si vous avez une cote Z inférieure à 0, vous êtes moins bon que la moyenne. On va aller calculer, vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, calculer la cote Z d'un étudiant qui a obtenu 67% à un test et dont la moyenne est de 75 avec un écart type de 5. Donc, ici, je suis à un examen, donc je peux utiliser la notation de population. Donc, excusez-moi, c'est pas mieux, c'est votre donnée moins votre moyenne divisé par votre écart type, ce qui vous fait 67 moins 75 divisé par 5. Et ce qui me donne, je vais aller chercher ma calculatrice. Ça ne me tentait pas d'ouvrir Excel, là, fait que je vais aller chercher une petite calculatrice comme ça. Vous pouvez le pitonner avec Excel ou une pitonneuse que vous avez chez vous, ça ne me dérange pas, il faut juste faire le petit calcul qui est ici. Donc, ouvrez parenthèse, 67 moins 75 divisé par 5. Ça me donne moins 5.8. On va le mettre en décimale pour que ce soit un peu plus clair. Et ça va me donner moins 1.6. Moins 1.6 comme ça. Et ça n'a pas d'unité, une code Z. Donc, moins 1.6 de code Z. Ce qui veut dire que vous êtes inférieur à la moyenne. Quand même pas mal dans ce cas-là. À chaque fois que vous faites un test en médecine, en psychologie, si on veut vous comparer à l'ensemble d'une population, c'est toujours la code Z qui est utilisée. Donc, par exemple, moi, ma copine est orthophoniste. Donc, orthophoniste, c'est quoi? C'est à l'aide des enfants qui ont des difficultés de parole. Et quand elle fait passer un test à un enfant pour le normer, savoir s'il y a une difficulté ou pas, ce qu'elle fait, elle fait passer un test. Donc, elle répond à des questions là, sur le vocabulaire ou sur la compréhension, ce qu'elle veut évaluer. Puis après, elle va regarder les résultats du test. Quand on fait passer un test à un enfant, ça veut dire que ce test-là, avant lui, ils l'ont fait passer à des milliers et des milliers et des milliers d'enfants. Et dans ce test-là, il donne toujours une moyenne et un écart type. Ma blonde, ce qu'elle fait, elle calcule la cote Z de l'enfant. Plus la cote Z est négative, plus l'enfant est en difficulté. Plus la cote Z est positive, moins l'enfant est en difficulté. En fait, meilleur il est. Donc, en général, là, pour vous donner une idée, on commence à dire que les enfants ont un problème de langage léger entre moins 2 et moins 1 de code Z à peu près. Puis plus vous êtes inférieur à moins 2, plus vous êtes en grande difficulté. Rendu à moins 2.5, vous avez une difficulté assez sévère. Puis si vous êtes en bas de moins 3 de code Z, là, vous cotez vraiment dans le top de la difficulté. Là, vous êtes
ultra en trouble de langage. Donc, par rapport à un test qui a été normé, ils peuvent comparer avec la code Z comme ça pour savoir si vous êtes moins bon ou meilleur que la population en général. Et plus votre code Z est négative, moins vous êtes bon, plus vous êtes en trouble. Plus votre code Z est positive, plus vous êtes dans la partie forte, plus vous êtes dans les meilleurs. Même chose, quand ils comparent les enfants, s'ils grandissent bien là, chez le médecin, ce qu'ils font, ils mesurent les enfants, puis après ils les comparent à la population, puis ils regardent la code Z, puis par rapport à où est-ce qu'ils se trouvent, avec un petit peu les mêmes principes que je vous ai dit là, ils disent si votre enfant grandit bien, il se développe bien, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les tests médicaux comme ça sont basés sur la code Z. Fait que presque toujours dans la vie, on utilise la code Z pour comparer les gens entre eux, sauf au cégep. Au cégep, c'est pas la code Z qu'on utilise, c'est la cotère. Je vais jaser un petit peu de la cotère, là, je ne vais pas me demander ça à l'examen, mais c'est tout le temps intéressant de jaser de la cotère, puisque c'est quelque chose d'omniprésent au cégep. Donc, explication de c'est quoi la cotère. Donc, la cotère, c'est une mesure qui a été inventée en 1995 pour évaluer les étudiants au cégep. Pourquoi? Parce que la code Z, elle a un défaut. Si vous êtes très fort dans un groupe très fort, vous ne réussirez pas à vous démarquer. Parce que vu que la moyenne est très haute, puis les quantités risquent d'être petits, vous ne réussirez jamais à avoir une code Z très haute pour dire que vous vous démarquez. Donc, les étudiants qui étaient très forts dans un groupe fort ne réussissaient pas à se démarquer, donc ils étaient pénalisés. Et les étudiants qui étaient corrects au cégep, mais dans un groupe faible, eux autres réussissaient à se démarquer full et ils marquaient beaucoup de points. Donc, à ce niveau-là, c'était un problème au niveau du ministère. Et en 1995, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le ministère a créé la cotère. La cotère, ça se calcule selon la petite formule qui est la suivante, qui est votre code Z, ce que je viens de vous expliquer, plus IFG. IFG, c'est quoi? C'est l'indice de force du groupe au secondaire. Je vais vous expliquer c'est quoi. Plus 5, je vais vous expliquer pourquoi plus 5. Puis, fois 5, je vais aussi vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, la code Z, vous savez c'est quoi? La code Z. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent l'indice de force du groupe au secondaire. Donc ça, dans le fond, ce qui se dit, c'est qu'une classe qui était, un étudiant qui était bon au secondaire devrait normalement continuer à être bon au cégep, un étudiant qui était moins bon au secondaire devrait continuer dans la même veine au cégep. Donc ce qu'ils disent, c'est que dans votre classe, ils prennent la moyenne de tous les étudiants de votre groupe qui ont eu en secondaire 4, en secondaire 5, ils font la moyenne de ça. Ils enlèvent 75, ils divisent par 14, et ça, ils disent que c'est votre force au secondaire. Donc, c'est la force de votre groupe au secondaire. Donc, c'est comme ça qu'ils pondèrent si vous êtes dans un groupe fort ou un groupe faible. Et ça, ils rajoutent ça à la code Z. Pourquoi 75? Parce qu'ils vous disent, les étudiants qui rentrent au cégep, ils ont en moyenne 75. Puis pourquoi 14? Parce que 14, c'est à peu près le code type normal qu'on a dans un groupe au secondaire quand vous êtes accepté au cégep. Donc, dans le fond, ici, c'est une espèce de calcul de code Z, mais avec votre moyenne du secondaire. Puis ils viennent sacrer ça là-dedans. Maintenant, ils font plus 5. Pourquoi plus 5? C'est pour éviter que ça fasse des cotères négatifs. Si jamais vous avez une code Z qui est basse, puis vous avez un indice de force basse, ça se peut que ça fasse un chiffre négatif. En faisant plus 5, on s'assure que ça vienne positif. Et à la fin, on fait un x5. Pourquoi? Juste pour avoir un chiffre un peu plus gros, pour éviter de travailler avec des petits chiffres. On fait x5, ça permet d'avoir des nombres un peu plus grands, plus facile de travailler avec nos nombres. Avec un nombre un petit peu plus grand. Donc, en général, une code Z au cégep, c'est entre 15 et 35. J'ai des fois vu au-dessus, des fois vu en dessous. J'ai déjà vu des gens qui ont en bas de 15. Moi, j'ai déjà vu des 12, des 10, des 8. Ça se peut. Quand j'étais au cégep moi-même, il y a mes amis, il avait coulé tous ses cours lamentablement. Il y avait une super basse code Z. Puis j'ai déjà vu des gens avec plus que 35, là, surtout en sciences humaines. Moi, quand j'étais au cégep, c'était la moyenne. C'était l'idée en général, là, quand on ne sait pas quoi faire, on s'en va en sciences humaines. Puis là, tout le monde se fait geler. Mais les gens qui sont vraiment bons là-dedans ont des bonnes notes. Puis là, ils défoncent des cotères. J'ai déjà vu des 38, 39 de cotères, des affaires assez impressionnantes. Là. Donc, ça se peut dépasser un peu ça. Théoriquement, ça peut aller jusqu'à plus que ça dans certains cas extrêmes. Ça ne sont pas des cas extrêmes, on peut aller beaucoup plus haut. Autre fait intéressant à donner sur la cotère, si vous avez en bas de 50, votre note n'est pas considérée dans la cotère. Pourquoi? D'habitude, les gens qui ont en bas de 50, c'est qui ont abandonné le cours. On ne veut pas considérer les gens qui ont abandonné le cours et qui ont eu 20% dans l'année. Donc, le ministère a dit, tous les gens qui ont en bas de 50, vous n'êtes pas comptés dans la cotère. Donc, ça permet d'avoir un indice qui est beaucoup plus clair avec la cotère.
Donc, grosso modo, ce qui est triste, c'est que vous ne pouvez pas calculer la cotère vous autres même. Pourquoi? Parce que la donnée ici, l'indice de force du groupe au secondaire, il n'y a pas moyen de le calculer, à moins d'aller voir tout le monde, d'aller chercher la note de tout le monde, d'aller pondérer la moyenne de tout le monde dans votre groupe. C'est pas une donnée qui est facilement accessible pour vous autres, donc c'est impossible que vous calculiez vous autres même votre cotère. Donc voilà, c'est comme ça qu'on calcule la cotère, c'est l'indice qui a été mis en place pour vous évaluer au cégep afin que vous puissiez aller à l'université si vous le désirez. Good, super. Donc, ça va finir là-dessus la matière pour l'examen. Il n'y aura pas de questions sans cotère à l'examen, c'était juste pour votre culture personnelle, là, pour vous dire d'où est-ce qu'il vient la culture, d'où est-ce qu'il vient la cotère. C'est toujours le fun de savoir un peu qu'est-ce que c'est. Mais le reste de la matière va être matière pour l'examen, donc il n'y a pas tant de matière que ça. Allez faire vos exercices, finissez vos labs Excel, c'est toujours pratique pour l'examen. Sinon, je vous dis bonne chance pour l'examen et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.